Mesdames et messieurs, chers jurés, aujourd'hui, je passe en premier. Pourtant, l'adage le dit, on garde le meilleur pour la fin. Bon, on dirait que certains n'ont pas pu patienter. Aujourd'hui, j'ai 5 minutes face à vous. Pourtant, ma copine vous le dirait bien, il ne m'arrive que très rarement de tenir aussi longtemps. Alors, comme souvent avec elle, ce sera long, profond et surtout bien rythmé. Depuis le début, je parle de la réflexion. Dans le grand cabaret du capitalisme, certains jonglent avec les chiffres, d'autres s'étranglent avec le cynisme. On encense les rendements et les levées de fonds, mais on oublie les faits. Et l'on s'enfonce. La valeur ne s'écrit plus que sur un chéquier, et non plus sur le sourire de la femme grâce à qui l'on est. Alors moi, j'ose poser cette question sans détour. Est-ce encore possible de faire fortune sans être un vautour? Est-ce encore possible d'empiler les millions sans enterrer nos convictions? Trop souvent, l'on confond entreprise et emprise. On parle de marge, on parle de croissance. Mais qu'en est-il de l'humain et de la décence? On parle de chiffres et des courbes qui montent, c'est bien. Mais qu'en est-il de ce que les courbatures tous les jours la vie affronte? Alors moi, dans ce tableau argenté, dites-moi, combien sont-ils ces travailleurs qui à bout ont fini par s'effacer? Bon, je ne suis ni expert, ni comptable, encore moins expert comptable. Mais pour tracer un cercle entre nous, j'ose un discours qui se veut durable. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à vous vendre, bien que je sois très bon vendeur. Aucun produit, aucun service, bien que je sois très bon menteur. Mais une idée, celle d'un commerce sans malice, et une assurance, la Massif. Ce n'est pas un placement de produit, hein. C'était juste que j'avais besoin d'une rime. Mais l'histoire que je vais vous conter, c'est bien la mienne. Et ça, ce n'est pas un mime. Avec mes amis, nous sommes lancés un défi. Devenir le meilleur vendeur de sneakers. Pas de mensonges, pas de faux rêves, pas de tweet à 2 clics sur Twitter. Nous voulions faire du chiffre, mais pas n'importe quel prix. Enfin, je pensais. Nous avions les mêmes rêves, les mêmes ambitions, mais certainement pas les mêmes concessions. Et l'un d'entre nous, le plus pressé d'être grand, a laissé ses valeurs sur le banc. Il a boosté ses ventes, en payant mal ses fournisseurs, maquillé ses chiffres en fardant ses erreurs. Et résultat, c'est lui qui a pété les scores. C'est à lui qu'on ouvrait les portes en or. Et moi, j'ai vendu moi. Mais j'ai vendu droit. Du respect dans chaque boîte. La conscience, elle, bien droite. Mais pas de triche, pas d'exploit. J'ai été rentable, mais je n'ai pas gagné. Parce que pour être le premier, il faut savoir danser sur ses principes, piétiner. Moi, j'ai juste préféré marcher. Vous savez, parce que notre bateau tangue, la première chose qui flanche, ce n'est pas la cale, ce n'est pas les voiles, et la première chose que l'on lâche, ce ne sont pas les amarres. Non, c'est notre éthique. Ne soyons pas dupes. Il est possible d'être éthique et rentable. Mais ne pensez pas que vous allez vaincre des personnes qui font des coups de jute. Mesdames et messieurs, je ne suis pas monté sur le podium des profits, mais j'ai eu la chance de vendre en restant qui je suis. Alors je vais vous le dire,
À vous qui avez monté votre société. À vous qui vous voulez la créer. Et juste à vous qui vivez. Je vous laisse sur cette citation d'Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme de succès. Juste un homme de valeur. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, tout s'accélère. Les technologies évoluent, le marché se mondialise et les objectifs s'enchaînent. On innove, on automatise, on cherche la performance. Et c'est une bonne chose. Cela crée de la valeur, des emplois, la croissance. Mais face à cette dynamique, une autre question émerge. Quel rôle joue l'éthique dans cette équation? Est-elle un moteur, un frein, un simple argument marketing? Et surtout, est-elle compatible avec la rentabilité? Alors, posons la question. Une entreprise peut être rentable et éthique? Pendant longtemps, on nous a dit que non, comme si rentabilité et éthique étaient deux chemins opposés. Imaginez une balance. D'un côté, les profits, les marges, les bénéfices. De l'autre, les valeurs, l'humain, l'environnement. Et on nous dit, vous ne pouvez pas trouver l'équilibre. Il faut sacrifier. Mais qui a décidé que l'éthique devait peser plus lourd que la rentabilité? Ou que la rentabilité devait forcément faire plier l'éthique? Et si on arrêtait de peser l'un contre l'autre pour pouvoir avancer ensemble? D'ailleurs, regardons ce que ça donne quand l'un prend toute la place. Imaginez deux extrêmes. D'un côté, une entreprise 100% éthique. Elle paye équitablement, choisit les bons matériaux et pense à la planète. Mais elle ne vend pas. Pas de stratégie, pas de communication. On ne fait pas ça pour l'argent. Et elle ferme. Faute de clients, faute de rentabilité, malgré les bonnes intentions. De l'autre côté, une entreprise 100% rentable. Tout est optimisé. Chaque euro compte. Mais le travail, les conditions de travail, minimales. Les conditions de travail, minimales. L'impact environnemental, ignoré. L'image, soignée, jusqu'au moment où s'éclate. Et là, et jusqu'à ce qu'un scandale s'éclate. Et là, tout s'écroule. Des clients perdus, image ternie. La rentabilité, l'éthique sans rentabilité, c'est fragile. La rentabilité sans éthique, c'est risqué. L'un sans l'autre, c'est voué à l'échec. Selon le baromètre de la consommation durable, 65% des Français choisissent de se tourner vers des options plus durables. Ils changent de magasin pour ça. Et une étude de PwC France montre que 78% des investisseurs trouvent plus attractives des entreprises qui ont des questions durables dans le développement de leurs offres. L'éthique n'est plus une option. C'est une attente, c'est une exigence et une opportunité. Car l'éthique, ce n'est pas ralentir la performance, c'est garantir la pérennité et une rentabilité durable et saine. Et certaines entreprises le font. Patagonia, par exemple, avec des produits durables, avec des campagnes engagées et une communauté fidèle. Back Market, avec c'est le reconditionné qui a révolutionné le marché européen. Et d'autres, à l'inverse, H&M, Nestlé, accusés d'exploitation, greenwashing et manque d'éthique. Le manque d'éthique leur a coûté des millions. En images, en clients et
ça, et ça, euh, et directement leur rentabilité. Donc, arrêtons d'opposer éthique et rentabilité. Les deux ne sont pas ennemis, ils peuvent marcher ensemble si on aligne les actes avec les valeurs. Car une entreprise, elle peut être éthique et rentable. Parce que l'avenir de la vente, ce n'est pas de vendre plus, c'est de vendre mieux. Et ça, c'est rentable et profondément éthique. Merci. Cher public, cher jury, j'espère que vous êtes bien assis, car je m'apprête à entamer une grande entreprise. Celle de déterminer si, selon moi, justement, une entreprise peut-elle être éthique et rentable. Nous sommes là pour connaître le fin mot de l'histoire que je m'apprête à vous conter. Chapitre 1. La quête d'une pureté éthique se heurte inévitablement aux impératifs de la rentabilité. L'éthique désigne l'ensemble des principes et valeurs qui orientent les comportements jugés justes. Vous, aujourd'hui, qui êtes à la fois juge, jury et bourreau, je l'espère pas trop dur avec moi, je vous pose la question. Est-il pas plus facile, quand on a 8 ans, de voler un bonbon discrètement à la boulangerie, plutôt que de le payer honnêtement? Ça fait réfléchir, non? Non? Pas tellement? Ok, je vous l'accorde. Pas terrible celle-là. Alors, est-ce que selon vous, est-il possible de faire fortune, de gagner sa vie, ou à minima de survivre, en suivant les règles qui nous sont imposées? Parce que moi, tous les jours je lutte pour survivre. Si, je vous l'assure. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est un autre sujet. Parfois, après le 5e jour de suite à manger des pâtes, je me rends compte que ça n'a jamais payé d'être gentil. Et là, je sais ce que vous vous dites. Pathétique. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais aujourd'hui, personne ne m'a donné la recette. Personne ne m'a dit pourquoi les gens les plus heureux sont aussi ceux qui se contentent du minimum. Parce qu'ils ont accepté? Mais accepter quoi? Mais si on n'a pas envie, si on a des rêves et des désirs qui coûtent cher, est-ce égoïste de faire du mal aux gens, dans leur cœur et dans leur chair, juste pour de l'argent? Allez hop, emballer c'est peser. C'est sûrement ce que dirait Amazon, qui eux n'ont pas hésité à délaisser impact écologique, conditions de travail, et tout ça au profit de leur rentabilité. Mais aujourd'hui, je ne pense pas comme Jeff Bezos. D'une part, parce que je n'ai pas un pesos, et d'autre part, parce que je suis convaincu de l'inverse, et je ne cherche pas à nourrir des ambitions diverses. Car oui, on peut facilement se laisser bercer par une belle histoire. Mais il ne faut pas oublier que toutes les belles choses ont une fin. Pour celle-ci, rassurez-vous, c'est pas encore fini. Chapitre 2. L'éthique, moteur de rentabilité et d'innovation. La rentabilité d'une entreprise est mesurée par son chiffre d'affaires, son résultat net ou même sa valorisation. On peut donc logiquement se poser la question suivante. Qu'est-ce qui génère du chiffre d'affaires pour une entreprise? Il y a de nombreux éléments et l'éthique en fait partie. Car l'éthique crée de la fidélité. La fidélité nourrit l'engagement et l'engagement transforme les clients en acheteurs potentiels. Selon une étude de Nielsen, 66% des consommateurs mondiaux sont prêts à dépenser plus pour des marques engagées éthiquement. Prenons par exemple Patagonia, qui a fait de l'éthique environnementale un véritable atout, en ciblant des consommateurs prêts à payer plus pour des produits durables. Ce pari gagnant aujourd'hui leur permet de générer plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pas négligeable, non? Par ailleurs, en 2025, peut-on encore considérer une entreprise comme réussie si elle prospère au prix de l'humain et de la technologie? Parce que oui, des grands entrepreneurs, il y en a, mais des grands hommes avec des valeurs, y en a-t-il autant? Moi, j'en connaissais au moins un. Il répondait au nom de Papy, mais au fond, c'était bien plus que ça. C'était comme un phare dans la tempête, et il brillait autant qu'il pouvait. Chaque fois que je le voyais, je me sentais rassuré, et j'avais presque envie de crier « Terre, terre !» Et lui, il la cultivait. Tout le monde le connaissait, enfin, au moins dans son quartier. Car oui, ce n'était pas un capitaine, c'était un maraîcher. Il donnait aux voyageurs égarés de simples sourires. Comme par miracle, tous les vendredis, il revenait à bon port. Alors, j'insiste, l'éthique n'est pas un frein, c'est un moteur.
De plus en plus de consommateurs cherchent des entreprises avec des valeurs. Si on choisit d'être éthique, on choisit de fidéliser. Et la fidélité, vous le savez, ça n'a pas de prix. Nous voilà arrivés à la fin de cette histoire, le moment où l'on peut s'endormir tranquille. Enfin, normalement. En préambule, souvenez-vous, je vous invitais à envisager une entreprise à la fois éthique et rentable. Permettez-moi de vous assurer que ce n'est pas une simple utopie, mais l'avenir inéluctable qui s'impose à nous. Aujourd'hui, tout est une question de choix stratégique, de temporalité et d'ambition humaine. Albert Schweitzer a dit « Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais ce que l'on en fait. » Et je rajouterai à cela « Comment on le fait ?» Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour cher public, bonjour cher jury. Imaginez une société où les entreprises, pour réussir, devraient choisir entre deux routes. D'un côté, la rentabilité, les chiffres, les profits, la croissance. Et de l'autre, l'éthique, la responsabilité, l'intégrité. Deux routes, deux visions. Mais une seule question aujourd'hui. Une entreprise peut-elle être éthique tout en étant rentable? Eh bien, avant de répondre à cette question, il est essentiel pour moi de comprendre ce que nous entendons par l'éthique et par la rentabilité, dans ce cas bien précis. Être éthique, c'est quoi? C'est respecter des principes moraux, agir avec intégrité. C'est tenir une promesse même quand personne ne regarde, finalement. C'est bien plus qu'une façade. C'est une conviction profonde. La rentabilité, elle représente quoi? Eh bien, c'est pérenniser son activité, générer du profit, assurer sa croissance. C'est un peu le moteur d'une entreprise. Autrement dit, la rentabilité, c'est la seule condition de survie d'une entreprise dans ce monde aussi concurrentiel. Mais en réalité, une entreprise doit-elle vraiment choisir entre son cœur ou son compte en banque? Eh bien non. Non, mesdames et messieurs. Selon moi, non. Une entreprise ne doit pas choisir. Elle peut être rentable tout en étant éthique. Et j'irai même bien au-delà. L'éthique, c'est un levier essentiel de rentabilité. Pourquoi? Eh bien parce qu'une entreprise qui n'est pas éthique perd toute crédibilité. Elle perd bien plus que ses clients. Elle creuse sa propre faim. Aujourd'hui, plus de 70% de consommateurs, selon plusieurs études, se dirigent vers des marques ou des entreprises beaucoup plus engagées. Leurs motivations d'achat vont bien au-delà d'un simple prix, d'un caractéristique d'un produit. Elles touchent à leurs identités, aux convictions, aux valeurs personnelles. Pourquoi? Parce que le monde a changé. Parce qu'un client n'achète pas simplement un produit, il achète une histoire. L'entreprise éthique vend une vision, elle propose une promesse sincère. Elle ne se contentera pas de vous dire « voici ce que je propose ». Elle vous dira « voici ce que je défends avec vous ». Et ça, aucun bilan comptable, aussi brillant soit-il, ne remplacerait un engagement utile. Alors vous allez me dire, mais sur ce marché aussi concurrentiel, peut-on vraiment être éthique sans bafouer la rentabilité? Mais laissez-moi vous poser une question, messieurs, dames. Un client de confiance, un salarié qui défend vos couleurs, une entreprise qui vous respecte, n'est-il pas là le meilleur investissement pour durer? Alors, prenons l'exemple d'un cas concret. Patagonia, comme vous l'avez bien cité. Entreprise éthique par excellence. Elle nous prouve chaque jour que l'on peut respecter l'environnement, protéger la planète. Et pourtant, ils connaissent une croissance insolente.
Eh bien pourquoi, selon vous? Pourquoi? Parce que leur éthique est devenue leur avantage concurrentiel. Alors, une entreprise peut-elle être éthique tout en étant rentable? Eh bien oui, oui, bien plus que cela. Elle doit l'être, indéniablement. Sinon, elle disparaîtra. Parce qu'il est évident qu'une entreprise ne pourra réussir demain que si elle est éthique aujourd'hui. Alors soyons clairs, messieurs, dames. L'éthique ne bafoue pas la réussite. Elle l'élève. Merci beaucoup. De nos idéaux se trouve exactement à la frontière de notre profil le plus pur. Un aphorisme exaltant, percutant. Ça claque comme un coup de fouet. Mais cependant, est-ce qu'il est particulièrement pertinent d'être aussi pessimiste que Jean-François La Rochefoucauld? Est-ce qu'il faut, pour autant, si on ne peut pas abjurer l'éthique au sein de notre profit, l'adjurer? Faut-il repousser toutes les valeurs morales juste pour réussir économiquement parlant? La véritable question qui se pose, ce n'est pas forcément de se dire si l'on a envie de réussir, mais si l'on a envie de représenter des valeurs morales. À l'aube de la révolution industrielle que représente l'intelligence artificielle qui nous nargue de toute sa beauté, nous nous retrouvons face à une situation où cette question est sur toutes les lèvres, ou presque. Dans le cas de l'éthique et de la morale, avant de se demander si une société peut être éthique et réussir, il faut effectivement se demander qu'est-ce que l'éthique? Eh bien, l'éthique, c'est un choix. C'est le choix de se dire que je vais faire les choses les plus justes, je vais faire les choses les plus enclins à développer responsablement mon entreprise, écologiquement parlant, sociétalement parlant et écologiquement parlant. Il est important de comprendre cette notion avant de s'aventurer sur le sentier difficile qu'est l'expansion économique et la prospérité économique. Cette réponse à cette question est complètement galvaudée par un nuancier profond. Il faut impérativement se poser la question du peut-on être éthique à 100%? Sur le court terme, on pourra se retrouver à des difficultés considérables lorsque l'on voudra représenter éthiquement des valeurs en entreprise. Des coûts élevés, des contraintes, un manque de flexibilité et de scalabilité. Prenons le cas notamment, qui a été cité par ailleurs, de Patagonia. Une entreprise qui s'est voulu le parangon de la vertu, de l'écologie, de l'environnement et des valeurs sociétales. 1% de leur chiffre d'affaires reversé à des organismes non gouvernementaux impliqués dans l'écologie. Des process entièrement remaniés de manière à s'adapter pour qu'ils soient écologiques, responsables et durables. Cependant, en 2023, les principes fondamentaux de Patagonia ont été bafoués par une enquête qui a été menée et qui a démontré qu'avec des sous-traitances au Sri Lanka, il était tout à fait possible qu'ils aient bafoué les principes même de leur parangon de vertu sur le plan humain. Mais est-ce que pour autant cela enlève tout le message louable que cette société veut représenter? Et est-ce que cela enlève le fait que malgré l'éthique, ils ont réussi de manière exponentielle? Quand l'on compare Patagonia ou même Lush ou d'autres petites sociétés qui ont réussi en étant éthiques, on peut s'apercevoir que comparé aux grands de ce monde économique, Amazon, Uber, Tesla, qui sont aux antipodes de ces valeurs, sont minces. Cependant, si l'on regarde les puissants et si l'on regarde les plus petits, qu'est-ce que l'on évalue en premier? La réussite ou l'éthique? La nuance est très faible. Patagonia, Lush et les autres ont réussi à se créer une véritable image vertueuse. Une image vertueuse qui est devenue un véritable fleuron de leur campagne. C'est une arme à double tranchant, comme peut le prouver justement toutes les polémiques qu'il peut y avoir avec Tesla, Amazon, avec notamment des cas environnementaux qui sont des véritables fléaux pour le futur. Le cas de Tesla, avec les dernières prises de parole d'Elon Musk, qui se sont avérées catastrophiques pour le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais malgré tout cela, malgré ce léger petit manque d'éthique dont Patagonia a fait preuve, supposé, est-ce que pour autant on doit leur retirer ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont construit
et ce qu'ils ont instauré dans l'imaginaire collectif pour montrer que ces entreprises peuvent être morales et réussir. Prenez mon cas, par exemple. Au début de cet entretien, je n'ai pas été très éthique. Je vous ai cité Jean-François La Rochefoucauld, avec une citation, qui était fausse. C'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces. En revanche, je me permets, comme le disait Jean-François La Rochefoucauld, de me repentir. Car le repentir, c'est le dernier profit de l'homme qui est en faute. Aujourd'hui, la révolution industrielle de l'intelligence artificielle est en train de bafouer les tenants et aboutissants du durable, de l'éthique et de la persévérance économique. Il est impératif de se mettre au diapason. L'éthique et la prospection économique, l'expansion économique, sont les facettes d'une seule et même pièce. Il ne tient qu'à nous de faire le choix de la mettre dans la machine de notre avenir ou de la gâcher en tirant un pile ou face. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Merci de votre présence, merci de votre disponibilité. On va commencer tout de suite. Trêve de mondanité. Est-ce qu'une entreprise peut être éthique et rentable? Mais ce que c'est une entreprise aujourd'hui, c'est immuable. C'est un animal, vous savez, ensanglanté, carnassier. Elle a les dents ressorties en or et des yeux smiley billets. Ce qu'elle veut maintenant, c'est le profit. Elle recherche les faiblesses. Non, 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 pas de paresse, pas de conditions. Juste des salariés en état d'ivresse, en état de perdition. Qu'est-ce que la rentabilité? Trouver quelque chose, évoluer, dépasser ses dépenses, faire du profit. On est en France, on est en 2025. Ici, ce qu'on veut, c'est un réel intérêt. Pourquoi être éthique? Pourquoi s'embêter? Pourquoi demander un engagement philanthropique? Demander peut-être une transparence avec sa clientèle? Pourquoi être éco-responsable? Pourquoi être fidèle? Plein de questions qui se posent et de sortilèges qui s'imposent. Cette question-là, c'est l'entreprise aujourd'hui qu'elle nous offre. Est-ce que ce sont deux sœurs jumelles qui sont fâchées? Vous savez, l'éthique et la rentabilité? Ou est-ce qu'on peut les mettre de pair en jumelles et trouver une seule direction, viser un seul objectif? Elle est là la difficulté. Pendant longtemps, de nombreux moments, on nous a fait croire qu'elles étaient fâchées. Une entreprise ne pouvait pas réussir, pas autant, en tout cas si elle faisait preuve d'éthique. Mais l'éthique, elle, est plus importante et plus profonde. Elle donne un sens, une direction à notre monde. L'éthique, elle permet de revenir, elle fidélise, non pas avec un prix, mais une marche à suivre. L'éthique, elle fait la différence. Elle respecte la bienséance. L'éthique a son charme, mais depuis la nuit des temps, on nous explique que ce qui prime, c'est la rentabilité. Recruter des personnes, proposer des services. Le principal, c'est qu'il y a un bénéfice. Mais ça ne marche pas sur le long terme. En tout cas, vous l'avez remarqué. On peut prendre des exemples de différentes sociétés. Prenons Pentagore. Non, je rigole. Ça fait 3 fois qu'on le prend. C'est important de faire la différence. Il faut que je me démarque de la concurrence. Prenons Danone, une entreprise reconnue mondialement, une grande structure. On peut parler des petits comme des plus grands. Sauf que Danone, elle n'a pas fait de faux semblants. Elle a proposé quelque chose d'écologique avec des emballages recyclables, comme Lego, qui ont proposé d'ici 2030 de passer que justement avec les mêmes produits. Il y en a plein, il y a Body Shop, elles, qui ont décidé d'arrêter la composition animale dans leurs produits. Vous savez, c'est ça qui donne un sens à la vie. Vous n'êtes pas qu'un numéro, vous n'êtes pas qu'un prénom, vous êtes aussi une identité. Alors, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Combien ça coûte, une conscience? Est-ce que vous seriez prêt à y crever? Non, moi je vais me regarder dans le miroir. Et je suis pas là pour parler de choses illusoires. On pourrait croire que c'est juste pour prêcher, j'espère des convaincus, mais non, c'est un appel de détresse. C'est un appel à sortir du sommeil. J'aimerais que vous vous posiez des questions fondamentales. Pourquoi choisir dans un monde là où on peut prendre qu'un seul navire? Un monde où on peut partir dans une seule direction. Un monde où on délaisse nos passions. On nous a appris le bien et le mal. Vous le connaissez. Alors pourquoi, au détriment de certaines sociétés, y laisser des blessés? Je vous le demande. Les conditions, la transparence. C'est pas tout ce que vous recherchez en tant qu'acheteur, en tant que client, en tant que dirigeant. C'est pas ce que vous attendez d'une société où vous préférez juste un bateau croulant. Un empire qui va s'effondrer. Je suis pas de cet avis. Et vous? Qu'est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous allez continuer à garder vos mêmes habitudes? Est-ce que vous allez tomber dans une sorte
de cercles toxiques, à reprendre les mêmes erreurs, au point que ça devienne schématique. Non, non, ouvrez vos yeux. Délaissez cela. Regardez Shein, regardez Zara, regardez H&M. Aujourd'hui, ces noms de société sont devenus blasphèmes. Pourquoi? Les conditions, le manque d'éthique. On recherche quoi? On recherche de la rentabilité. On veut quelque chose de périn, quelque chose avec une longévité. Alors, quel est le meilleur des investissements? Celui immédiat, mais pas permanent? Réfléchissez tactique. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut prendre le temps de choisir réellement des bonnes actions. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Retournons au moral. Retournons aux préceptes qu'on nous donne et regarder d'une vision globale. L'éthique, elle n'est pas contrariée contre sa sœur, la rentabilité. Elles vont de pair. Il ne faut pas les laisser se chamailler. Alors, prenez qu'un seul ton, qu'une seule direction. Si vous voulez une certaine rentabilité et exceller, faire fidéliser des sociétés, tout en gardant ce que j'appelle des actes d'humanité, faites une seule et même danse, à méditer. Nous vivons dans une société qui fabrique sans cesse des désirs de consommation, nous poussant à acheter pour exister. Mais avant même d'être en capacité d'obtenir ces biens, il faut les créer. Et que ça soit pour créer ou consommer, tout commence et finit par de l'argent. Aujourd'hui, l'argent n'est plus du tout perçu comme un simple outil, mais plutôt comme le centre de gravité de nos vies qui nous consume peu à peu. Nous vivons dans une société qui a énormément évolué au cours du temps, jusqu'à former ce qu'on appelle des entreprises. Celles-ci ont un impact plutôt positif sur nous, notamment via leur création de richesses, leurs innovations, leur volonté à dynamiser l'économie, à employer des gens, mais également à produire et vendre ce dont les gens ont besoin. Elles nous vendent de quoi nous abriter, de quoi nous nourrir, de quoi nous déplacer, de quoi nous apprêter. Mais ne nous vendent-elles pas du rêve? Ne sommes-nous pas en train de nous faire détruire par ce qui prétend nous aider? Parce que oui, même si les entreprises nous aident à accéder à certains biens et certains services, elles transforment notre quotidien en un cercle vicieux. On vend pour obtenir de l'argent, on achète pour suivre la tendance et on recommence sans fin. N'avez-vous jamais remarqué qu'elles nous incitent à acheter toujours plus pour maximiser leurs profits, même si cela nuit à l'environnement? N'avez-vous jamais remarqué qu'elles exploitent des travailleurs pour réduire leurs coûts et augmentent les inégalités de richesse? Malheureusement, c'est la douce cruauté de nos vies. Mais heureusement, face à l'indifférence bruyante de certains, émergent des entreprises qui placent le cœur avant le chiffre, l'humain avant le gain et la planète au centre de leurs priorités. Heureusement qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne mettent plus le profit comme seule priorité, mais accordent également une très grande importance à leur manière de fonctionner. On dit qu'elles sont éthiques. Éthique. C'est un mot qui n'a pas beaucoup de sens et qui est très souvent mal défini. Beaucoup de personnes le définissent comme étant un terme marketing, vide, utilisé par des marques pour se donner bonne conscience. Et parfois c'est le cas. Mais parfois, ce mot représente l'essence même d'une entreprise, sa raison d'être et son pourquoi. Être éthique, c'est avoir des principes moraux, une conduite responsable, que ce soit envers les employés, les clients ou la société en général. Être éthique, c'est un choix, pas une obligation. Certaines entreprises décident de faire le bien à leur échelle, sans pour autant adopter une grande politique RSE. On peut prendre l'exemple d'une simple boulangerie de quartier qui peut, par conviction, travailler avec des producteurs locaux, donner ses invendus. Et dans d'autres cas, on va avoir des entreprises qui, elles, veulent pousser leur processus et leurs méthodes beaucoup plus loin, notamment en adoptant une politique RSE, dans le but de structurer leurs engagements. Prenons un exemple. Decathlon. Decathlon, ce n'est pas qu'un simple magasin de sport. C'est une marque qui veut rendre le sport accessible pour tous, tout en s'engageant pour un avenir responsable. Et elle s'engage concrètement. Prenons ne serait-ce qu'une seule action que Decathlon a mis en place ces dernières années. Lorsque ses produits sont mal notés ou peu vendus,
elle les retire de la vente. Pourquoi? Pour éviter le gaspillage d'un produit qui finirait soit au placard, soit à la poubelle. Dans le cas inverse, si Decathlon décidait de garder ces produits-là en vente, elle irait à l'encontre de l'éthique et de l'éco-conception. Alors qu'ici, justement, Decathlon prouve qu'elle écoute les besoins des consommateurs et ceux de l'environnement. Finalement, Decathlon prouve qu'en plus d'être attentive aux besoins environnementaux et humains, éthique et performance peuvent aller de pair, puisqu'en 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 15,4 milliards d'euros, tout en ayant des prix raisonnables. Alors oui, aujourd'hui, j'ose affirmer qu'une entreprise peut être rentable et éthique. Et certains l'ont très bien comprise, on y a tous à gagner. Elle nous propose des produits éco-responsables, nous achetons à prix raisonnable et la planète respire un peu mieux. C'est un vrai modèle gagnant-gagnant, vous ne trouvez pas? Merci. L'entreprise rentable et durable. Ah, cette mélodie qu'on nous sert à chaque remise de diplôme ou conférence bien pensante. On applaudit, on rêve, on y croit. C'est un peu comme quand on est plus jeune, croire que le Père Noël existe. Ou encore, dans la vie d'adulte, croire que tous les politiciens disent toujours la vérité. Amusant. Et ces entreprises, comment s'y prennent-elles? Eh bien, sans surprise, elles nous font rêver aussi. Comment s'y prennent-elles alors en le faisant? Eh bien, pour elles, tout est possible sur le papier. Que ce soit des chartes de valeurs plus hautes que la Tour Eiffel, des rapports RSE plus épais que des annuaires, ou encore, sans oublier la photo LinkedIn, du PDG charismatique qui pose à côté d'un arbre qui vient de planter. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les coulisses? Avant de commencer, j'aimerais rappeler une chose, une vérité. Une entreprise n'est pas une fable, mais une machine. Mes collègues ici, issus d'écoles de commerce, pourraient le confirmer. On nous l'a appris, on nous l'a rabâché. Une entreprise a pour objectif premier de maximiser ses profits. L'éthique, elle, pose des limites. Respect du travailleur, du consommateur, de l'environnement. Voilà deux logiques, deux directions différentes. Mais le résultat ici, c'est que la logique même du profit détruit l'éthique. Pour illustrer mon propos, j'appelle à la barre Nestlé, qu'on connaît tous, j'espère. Nestlé est une entreprise qui affiche fièrement « L'eau est un droit humain ». Elle n'a pas tort, me direz-vous. Pour appuyer son propos, elle s'allie même avec l'ONU sur les objectifs de développement durable. Mais quand on creuse un peu de plus près, on apprend que Nestlé est accusé de vider, de pomper les nappes phréatiques de plusieurs villes et de villages. Résultat, des villages privés d'eau, mais des dividendes au sommet. Mais, vous me direz-vous, Nestlé n'est pas la seule. En effet. Maintenant, appelons Boeing. Je l'avoue, originaire de Toulouse, je n'ai pas pu m'empêcher de faire référence à l'aéronautique. Boeing est une entreprise, un grand acteur américain sur le marché de l'aéronautique. Très noble, inspirant. Mais cette même entreprise a été accusée, entre 2018 et 2019, d'avoir sacrifié 346 vies. Moins inspirant pour le coup. Mais pourquoi? Quelle en était la cause? Préparez-vous. Selon le rapport, c'était pour éviter un retard de livraison. Quelle ironie! Ce n'était pas une erreur, alors, mais une décision. Une décision d'ignorer les alertes faites auparavant par plusieurs ingénieurs. Résultat, ou alors le bilan,
des familles brisées. Mais attention, cotées en bourse avec une hausse de 12%. Vous l'aurez compris, le profit d'abord, la vie, l'humain ensuite. Ce que je trouve le plus ironique dans ce jeu, ce système, c'est que les entreprises qui essayent d'être éthiques, les petites, comme on les appelle, les petites entreprises, les associations, les coopératives, elles essayent de maintenir leur tête hors de l'eau, pendant que les gros, assis, cassent les prix, délocalisent, dominent. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, être une entreprise éthique et rentable est un luxe, un privilège de riche, ou alors une illusion bien marketée. Moi aussi, j'y ai cru. Étudiante, optimiste, dynamique, je pensais qu'on pouvait changer le monde de l'intérieur. Puis, j'y ai découvert derrière les coulisses, derrière les beaux discours, des stratégies, des manœuvres, des bilans opposés aux promesses affichées. Alors, je vous pousse à vous poser cette question, la vraie question. Combien de temps, de promesses vides faudra-t-il avant que nous admettons que le roi est nu? Merci. Armel et Nicolas. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rassurer. Je ne suis pas là pour brûler vos CV, avec tout le respect que j'ai pour votre expérience professionnelle. Mais permettez-moi de vous poser une question, ou plutôt vous pousser à l'introspection. Et si le travail qu'on nous a vendu comme le héros de notre histoire était en fait l'imposteur? Et si ce qu'on nous a vendu, appris à honorer, était en fait une cage dorée? Vous l'aurez compris, je plaide en faveur d'un monde sans travail. Loin de moi la paresse, mais je viens vous parler ici de libération. On nous vend le travail comme quelque chose dont on devrait être fier. Mais pour qui au juste? Nos ouvriers qui meurent à 55 ans? Nos mères qui enchaînent deux boulots et une charge mentale? Ou encore notre jeune génération qui court après un CDI comme on court après une chimère? Pour ma part, j'y vois un système qui épuise, qui exclut et qui fait porter une charge à ceux qui laissent pour compte. Cette charge-là, je la connais. Étant issu d'un peuple du Cameroun, les Bamileke, un peuple travailleur, j'ai senti comme toute ma vie que je devais justifier en produisant, justifier chaque minute de mon temps. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, je choisis d'exister juste en étant. Alors, vous craignez un monde sans travail? Moi, je crains qu'on oublie l'humain, ce qui nous fait vraiment vivre. Non pas que je défends la paresse, mais au contraire, un espace où l'on peut créer, aimer, respirer. Alors posons-nous vraiment la question. N'est-ce pas ça le vrai courage? D'oser vivre dans un monde sans travail? Pour ma part, comme je l'ai dit, oui. Et je vous invite
à y réfléchir. Merci. Bon, je vous avoue, je voulais tirer le pour. Parce que d'habitude, je suis plutôt pour. Mais bon, la vie essaie de me tester, et visiblement, il n'y a pas que des mauvais côtés. Me voilà devant vous à nouveau. Je commence à croire que vous m'aimez bien. En même temps, c'est vrai que je suis assez sympa. C'est la deuxième fois de la journée. C'est aussi la dernière. Et je sens que vous allez déjà me manquer. Je vous l'avoue, la mémoire, c'est pas mon fort. Les dernières fois, je m'en rappelle, mais rarement les premières. Alors, je vais tenter de vous convaincre et de vous plaire. C'est vous qui décidez de mon sort. Salut ChatGPT. Peux-tu me générer une problématique pour un concours d'éloquence en école de commerce et dans le contexte actuel? Ok, c'est parti. Dans un monde d'IA et de robotique, la société humaine peut-elle s'épanouir dans ce monde sans travail? Ok, bon, pas très original, mais je vais essayer d'y répondre et cette fois sans ton aide. Parce que pour moi, écrire, ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Ça permet de stimuler ma créativité, de m'évader, et c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. Commençons par redéfinir la question. Le progrès technologique annonce-t-il la fin du travail humain? Eh bien, selon moi, non. Je m'explique. La société humaine a toujours été divisée en deux catégories. D'un côté, les créateurs, et de l'autre, les exécutants. Les technologies sont en constante évolution, il faut donc que des personnes travaillent pour faire évoluer celles-ci. Historiquement, chaque avancée technologique a redistribué les rôles. Prenons par exemple la révolution industrielle. Vous savez, celle qui a remplacé certains artisans par des machines, celle qui a fait couler grand nombre d'entreprises, eh bien, c'est aussi celle qui a transformé des secteurs en crise et grâce à qui on ne connaît plus la famine. Le travail a changé, mais il n'a pas disparu pour autant. Stephen Hawking a dit « L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. » La clé réside donc dans le fait de se réinventer et de s'adapter. Un jardinier fait pousser ses fruits en fonction des saisons. Les saisons pour le jardinier sont des années pour le monde de la technologie. La technologie, aujourd'hui, elle, évolue. Il faut donc aller dans son sens pour en récolter les fruits. La deuxième question qui nous est posée est le fait de pouvoir s'épanouir ou non dans le monde de demain. Eh bien, je vous le dis, non. Non, on ne peut pas s'épanouir dans un monde sans travail. Selon l'OMS, le travail rythme nos vies. Sans lui, l'inactivité double le risque de dépression et d'anxiété. Privé de ressources, l'individu est privé de choix. Le logement, l'éducation, la santé, qui sont les premières pierres de l'épanouissement. Sans travail, pas d'identité. Sans identité, pas d'estime. Et sans estime, pas d'épanouissement. Le travail n'est pas qu'une corvée, c'est le socle de notre dignité. C'est la boussole qui oriente nos actions, le rythme qui cadence nos vies. Le travail structure le temps, donne un sens au jour et tisse du lien social. Moi, personnellement, lorsque j'ai perdu mon emploi étudiant, j'ai ressenti un vide. Pas qu'une perte de revenus, j'ai perdu une part de moi-même, un projet, un lien avec les autres, une structure, une ambition. Voltaire a dit « Le travail éloigne de nous 3 grands mots. Le vice, le besoin et l'ennui. » Moi, sans cet emploi, je suis resté seul face à mes angoisses. Et c'est là que j'ai compris que le travail est la clé de voûte de notre équilibre. Sans travail, le temps s'écoule et sans temps structuré, le sens s'efface. Et privé de sens, l'homme s'égare. Alors, dans un monde d'IA et de technologie, la société humaine peut-elle s'épanouir sans travail? Moi, ce que j'en retire, j'en émeus même certains, c'est que le travail ne disparaît pas. Il reste le ciment de nos aspirations. Il ne s'agit pas de vivre sans travail, mais de le réinventer, pour qu'il porte davantage de sens, qu'il nourrisse notre créativité et qu'il renforce nos liens. Le travail, c'est le terreau de l'épanouissement. Le temps libéré par l'automatisation ne vaut que s'il est investi dans des activités porteuses de sens. Et le travail, c'en est une composante essentielle. Sans travail repensé, pas de nouvelle liberté durable, pas de floraison humaine véritable.
Car vous l'avez compris, dans le trésor qui est la vie, travail et épanouissement sont les deux faces d'une même pièce. Et la chance n'a rien à voir là-dedans. Bon, j'ai un peu flop. Merci. Bon, ça a été... On n'était pas d'accord. Pour être plus précis, il y en a un qui n'était pas d'accord avec les deux qui avaient raison. Moi, j'y peux rien. Donc, c'est aussi compliqué que d'avoir en soi des contradictions. Hein. C'est aussi compliqué. Je vous donne peut-être la réponse, non? Ce serait bien. Comment il s'appelle Nicolas? C'est lui qui remporte...